docteur de l'Université de Polynésie française. Reva a réalisé toutes ses études, tout son travail de thèse à l'Institut Louis Malardé, sous la direction, la co-direction, c'est écrit là, des Bossin et Mostol, et coordonnateur Françoise Mathieu. Aujourd'hui, nous sommes 3 en présentiel et puis 3 à distance. Et donc, en fait, je vais laisser les uns et les autres se présenter. On va peut-être commencer par Annelise. Annelise, tu m'entends? Oui, j'entends. Est-ce que tu peux te Euh, présenter oui, brièvement? oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Annelise Tran, chercheuse au CIRAD, basée à Montpellier, dans l'UMR TETIS pour territoire, environnement, télédétection et information spatiale. Et je travaille sur les applications de la télédétection et de la modélisation pour pour des études en santé humaine et animale. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé sur les moustiques. Merci Annelise. On va rester à Montpellier. Fred, Simard, tu m'entends? Bonjour, ouais, ouais, ouais. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Fred Simard, donc je suis directeur de recherche à l'IRD. Je suis basé à Montpellier où je dirige l'UMR MIVEGEC qui travaille sur les maladies infectieuses et les vecteurs. Et de mon côté, mes compétences, c'est en écologie, biologie, génétique et évolution des moustiques. Merci Fred. Ensuite, Nabila, qui devait être basée ici, mais qui est actuellement en France, métropolitaine, on dit. Nabila, Hexagonal, oui, bonjour à tous. Oui, Nabila Gertin-Mazouni, moi je suis chercheur en écologie marine, donc voilà, c'est tout. Je suis du même laboratoire que Riva, donc l'UMR Sécopol. Nabila, Benoît Stoll. Bonjour à tous, je suis Benoît Stoll, je suis maître de conférence à l'UPF en télédétection biomatique. Je suis co-directeur de la pièce. Hein, Hervé, on ne présente pas, donc si on le présente quand même. Oui, bonjour à tous. Donc, Hervé Bossin de l'Institut Louis Malardé, responsable du laboratoire d'entomologie médicale au sein de l'UMR Sécopol. Et enfin, moi, Annabella Fayou, je suis professeure à l'Institut Pasteur à Paris et responsable d'une unité qui s'appelle Insectes vecteurs, non, arbovirus et insectes vecteurs. Donc, je suis de l'hémisphère sud, je change l'ordre l'intitulé de mon unité. Donc, j'ai l'honneur, de façon très démocratique, j'étais désignée présidente. Donc, tu as 45 minutes pour nous présenter ta thèse. Ensuite, on va passer à des questions par les deux rapporteurs, Annelise, ensuite moi, pour environ 20 minutes de chacune. Ensuite, les examinateurs, on va privilégier ceux qui sont à distance, comme les deux sont à distance, ça va être compliqué. Et puis, on va terminer par quelques mots du directeur de thèse. On va l'empêcher de pleurer. Ça va être ça. Et ensuite, on va délibérer par la suite. Donc, Reva, tu as 45 minutes. Donc, bonjour à tous. Donc, vraiment, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ma soutenance de thèse. Donc, en fait, aujourd'hui, je soutiens une thèse intitulée Structuration génétique et écologie spatiale des populations de moustiques Aedes dans les îles polynésiennes. Comme Annabella m'a un peu devancée, j'ai effectué ma thèse à l'Institut Louis Malardé au sein du laboratoire d'entomologie médicale. J'ai été co-dirigée par Hervé Bossin et Benoît Stoll et j'ai aussi été co-encadrée par Françoise Mathieu-Daudet de l'Institut de recherche et développement. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'espèces représentes aux Polynésie française, dont 3 principales. Donc, tout d'abord, 2 espèces d'Aedes, Aedes aegypti, qui transmet les arbovirus, donc dengue, Zika, chikungunya, et aussi Aedes polynésiensis, qui transmet la filariose lymphatique causée par le parasite Wisheria bancrofti. Aedes polynésiensis transmet également les arbovirus, donc dengue, Zika et chikungunya. Culex caquefaciatus est quant à lui un moustique qui ne transmet pour le moment pas de maladies vectorielles en Polynésie française, contrairement à d'autres pays, mais qui transmet potentiellement la malaria aviaire en Polynésie française.
Donc, concernant l'habitat de ces moustiques, donc il faut tout d'abord à Égyptie, va être un moustique urbain qui va, qui va vivre à proximité de l'homme et qui va préférer être au niveau des habitats. Et ce moustique est diurne. Aedes fourniensis, quant à lui, est un moustique plus rural qui va se nourrir, contrairement à Aedes aegypti, qui va se nourrir exclusivement sur l'homme, il va se nourrir sur des animaux, donc chiens, oiseaux, rats, mais aussi sur l'homme, car il est opportuniste. C'est aussi un moustique diurne. Et il faut savoir, et ce moustique peut se retrouver aussi bien sur les motos ou dans les vallées. Culex quinquefasciatus est quant à lui un moustique qui peut être aussi bien urbain et rural et qui va préférer les eaux stagnantes, riches en matière organique. Donc ce moustique, contrairement aux deux autres, va être nocturne et il va se nourrir sur des animaux, donc essentiellement des oiseaux, des chiens, mais aussi sur l'homme. Donc, concernant la bioécologie des moustiques, en particulier des moustiques Aedes, donc concernant le cycle, donc il faut savoir qu'il y a tout d'abord un stade aquatique où en fait il y aura tous les stades immatures, donc œuf, larve et nymphe. Donc ces stades vont être influencés par la remise en eau, par les précipitations et l'arrosage. Une fois que les larves que les nymphes ont émergé, les adultes vont s'accoupler, et vont aussi avoir besoin d'un repas sanguin. Il s'agit en fait de la phase aérienne. Et donc, les moustiques vont devoir se nourrir, mais aussi avec un repas sanguin, mais également se nourrir de nectar avec la végétation. Donc, pour tout cela, les moustiques vont avoir une distance de vol assez limitée, d'environ en moyenne 100 mètres. Donc, les moustiques vont avoir besoin de sites également de repos, notamment dans la végétation et à proximité des bâtiments. Donc, pour lutter contre ces moustiques, donc différentes stratégies de lutte antivectorielle peuvent être mises en place. Donc, tout d'abord, la lutte mécanique avec l'élimination des gîtes larvaires. Il s'agit en fait d'une action communautaire qui nécessite l'action de tous, des particuliers. Et il faut savoir que cette méthode est aussi difficile à mettre en place car il y a beaucoup de gîtes critiques. En plus de la lutte mécanique, il y a également la lutte chimique qui consiste en fait en des traitements insecticides qui en fait va poser des problèmes de résistance directement chez le moustique, mais également des problèmes plus directs sur l'environnement et la santé. Donc en plus de la lutte chimique, donc il y a également les méthodes innovantes qui vont être prometteuses. Notamment en Polynésie française, nous sommes en fait en ce moment des étapes préopérationnelles pour des lâchers de moustiques adultes, notamment avec la technique de l'insecte incompatible, avec la petite bactérie endosabiotique Wolbachia, et aussi la technique de l'insecte stérile 10, basée sur les rayons X. Ainsi, même si ces méthodes sont prometteuses, il faut savoir qu'elles sont difficiles à mettre en place quand même, car elles nécessitent de nombreuses connaissances approfondies des populations cibles, donc notamment des connaissances sur la dynamique des populations, des connaissances sur l'écologie, le comportement des moustiques. C'est donc dans ce cadre que le programme RESVEC a vu le jour en 2020. Il s'agit du réseau polynésien de surveillance des vecteurs et des pathogènes à risque épidémique. Donc, il s'agit d'un programme qui a été coordonné par l'Institut Louis Malardé, l'Institut de recherche et développement et la direction de la santé. Donc, ma thèse est pleinement intégrée à ce programme et a consisté essentiellement a eu pour but, pour l'objectif d'acquérir des connaissances en écologie, en génétique, dans un contexte insulaire, dans des zones habitées, en particulier dans un objectif de santé publique. Donc, un des objectifs est également d'aider au développement de ma thèse et également d'aider au développement des opérations de lutte antivectorielle innovantes. Donc, concernant le choix des sites pilotes, nous avons donc choisi de nous intéresser à donc 2 îles hôtes,
donc Tahiti et Wahine, pour des critères démographiques, économiques et épidémiologiques. Donc, ma thèse est divisée en plusieurs volets et, en fait, c'est une approche intégrée avec différents volets. Donc, tout d'abord, le volet 1, qui est plus un volet écologie avec la dynamique spatio-temporelle des moustiques et la corrélation avec l'environnement. J'ai ensuite un volet 2, qui est plus un volet génétique avec la structuration et la connectivité, avec l'analyse de la diffusion des moustiques par génomique spatiale. Et un volet 3, qui est plus un volet épidémiologie avec l'utilisation de la méthode de xénosurveillance afin de détecter afin de détecter une détection moléculaire de pathogènes chez le moustique. Donc, tout d'abord, commencer par vous parler de mon volet 1 et en particulier, dans un premier temps, de la dynamique spatio-temporelle des populations de moustiques. Donc, concernant ce travail, donc, nous avons réalisé des échantillonnages à Tahiti au niveau de 3 sites pilotes de 1 km² avec un gradient urbain-rural, avec, avec des différences dans avec un gradient urbain-rural basé sur l'environnement et la densité de population. Nous avons donc choisi Papeete comme zone urbanisée fortement peuplée, Paia comme zone périurbaine avec une densité intermédiaire de population et Mataya comme zone rurale avec une faible densité de population. Donc, donc à Tahiti, tout d'abord, nous avons prospecté des gîtes larvaires et collecté au niveau des stades immatures. Donc, nous avons réalisé 2 campagnes d'inspection des gîtes larvaires avec des prélèvements de larves. Donc, nous avons collecté les larves au niveau de 30 parcelles pour chacun des sites. Et en juillet 2021 et janvier 2023, nous avons réalisé une classification des gîtes larvaires en déterminant la typologie, notamment des gîtes. Ensuite, la diversité culicidienne a également été déterminée en déterminant quelles étaient les espèces présentes, mais uniquement de manière qualitative et non quantitative. Donc, concernant les résultats obtenus, donc nous avons tout d'abord pu voir en fait que les principaux gîtes étaient de type anthropique. Donc, on voit ici en fait des principaux gîtes, des seaux, des drums et des petits récipients. En plus, concernant les espèces qui ont été trouvées, donc on a eu au moins 5 espèces de moustiques différentes. Donc, avec une espèce, donc Aedes aegypti, qui est bien dominante avec 61% en bleu. Et donc, au final, on peut voir qu'on a une dominance des gîtes anthropiques à Aedes aegypti. Après, on va parler des gîtes larvaires. Donc, il faut savoir que nous avons aussi collecté des moustiques adultes. Nous avons réalisé un suivi sur 2 ans entre 2021 et 2023 avec 4 périodes avec des collectes qui ont été réalisées sur des périodes de 4 à 8 semaines. Pour chacun des sites, nous avons échantillonné 10 points de mesure pour chacun des sites et les relevés ont été réalisés de manière hebdomadaire. Nous avons utilisé des pièges BG Pro pour les collectes, et en fait un piège qui va attirer grâce à un attractif les femelles et qui va ensuite, avec un aspirateur, les moustiques vont être aspirés dans un petit filet et les moustiques vont être ensuite résourcés. Donc au total, nous avons au total collecté plus de 35 000 moustiques dans les 3 communes et les 4 campagnes. On a au final obtenu une prédominance d'Aedes aegypti avec 49, une prédominance d'Aedes aegypti pour les 3 communes en bleu et Culex crachyphasatus est également bien présent en orange. Par contre, on peut voir qu'on a une faible présence d'Aedes polynésiensis avec, par exemple, uniquement 56 moustiques qui ont été collectés à Paia en 8 mois de collecte, ce qui est vraiment très peu. Donc, au final, on peut dire en fait qu'Aedes aegypti est un vecteur quasi exclusif en zone habitée, en tout cas dans nos zones d'études, dans nos sites pilotes. Pour cette raison, pour la suite de ma présentation, je m'intéresserai pour le suivi spatio-temporel et également le lien avec l'environnement
plus Aedes aegypti. Donc, concernant la distribution spatiale d'Aedes aegypti, donc en haut, les cartes de chaleur représentant les différentes abondances des moustiques qui ont été une carte de chaleur représentant les abondances de moustiques qui ont été extrapolées sur l'ensemble du site. Et en bas, les différentes abondances des moustiques en fonction des pièges. Et on peut voir qu'on a un gradient pleine colline à Papeete avec plus de moustiques au niveau de la colline, donc au sud, où il y a plus de végétation. On peut également voir qu'à Paea et Mataya, on a la présence de points chauds, un à Paea et deux à Mataya, ce qui permet au final de montrer qu'au niveau spatial, on a une hétérogénéité intra- et intersite. Concernant la distribution maintenant temporelle d'Aedes aegypti, donc on peut voir qu'on a peu d'effet de la saisonnalité, excepté à Papeete, où on a une différence entre où on a plus de moustiques, significativement plus de moustiques en octobre 2021, décembre 2022 que pour les deux autres périodes, donc en mars 2021 et février-avril 2022. Donc, on peut voir au final qu'on a un effet limité de la saisonnalité au cours des périodes. Concernant Wahine, donc, nous avons effectué une campagne d'échantillonnage beaucoup plus, plus exhaustive. Il s'agissait en fait d'une période d'échantillonnage de 1 mois, où nous avons effectué des collectes sur 28 districts. Et pour chacun des districts, nous avons collecté plus de 15 points de collecte pour chacun des districts. Et nous avons réalisé 2 collectes de 24 heures pour chacun des points, avec au total 420 points d'échantillonnage. C'est ce que vous pouvez voir ici sur la carte. Donc, pour ces collectes, donc, nous avons aussi utilisé les pièges BGFlow et elle a été réalisée en mars 2021. Donc, concernant les résultats, donc, nous avons au total obtenu, collecté 5400 femelles sur l'ensemble des zones habitées, donc 3 espèces d'Aedes, donc Aedes polynesiensis, Aedes aegypti et Aedes vexans, et également 2 espèces de Culex, donc Culex antepassatus et Culex annulerosis. Donc, Aedes polynesiensis, on peut voir sur la carte qu'Aedes polynesiensis est l'espèce dominante dans une grande partie de l'île en rouge, mais que par contre, Aedes aegypti est quand même dominant dans une petite partie de l'île, notamment à Paré, un tout petit peu à Pétilly dans le cadre bleu. Donc, au final, pour synthétiser un peu mes résultats, donc, nous avons à Wahine obtenu une dominance d'Aedes polynesiensis avec un risque accru de la filariose lymphatique, avec une hétérogénéité de la distribution. Ainsi, c'est intéressant de voir la localisation des foyers de transmission lymphatique. À Tahiti, par contre, nous avons pu voir qu'on a une dominance d'Aedes aegypti avec un risque accru d'arbovirose, donc Zika et chikungunya, qui va être majoritaire dans les zones habitées. Aedes aegypti est également une espèce, on a aussi pu voir qu'on a une hétérogénéité intra- et intersite et qui a peu d'effet de la saisonnalité. Donc, au final, il est intéressant de voir quels sont les facteurs environnementaux qui influencent la présence et l'abondance d'Aedes aegypti. C'est d'ailleurs maintenant ce que je vais vous présenter avec la suite de mon volet 1 sur la corrélation avec l'environnement. Donc, avant de on a plus loin, donc nous avons tout d'abord dû commencer par constituer une base de données avec des données biophysiques, donc des couches vectorielles, des images satellites Pléiades. Nous avons également collecté des données LIDAR, donc Light Detection and Ranging, qui va en fait consister qui va être un nuage de points en 3 dimensions qui va permettre la modélisation de la végétation et dans la verticalité. En plus des données LIDAR, donc nous avons également des données météorologiques qui ont été collectées avec les données température, précipitation, vent,
et également, enfin, des données sociodémographiques issues du recensement 2022 de la population de Polynésie française que nous n'avons pas eu le temps d'intégrer au modèle, que je vous présenterai après. Donc, concernant les traitements des indices, des données que nous avons collectées, nous allons tout d'abord commencer par calculer des indices. Donc, tout d'abord, les indices climatiques. Le nombre de jours, nous avons calculé le nombre de jours de précipitations supérieur à 10 mm pendant la semaine de collecte. Par exemple, ici, la semaine du 10 novembre 2022 à Paea. Et ensuite, nous nous sommes aussi intéressés au nombre de jours de précipitations pendant la semaine avant la semaine de collecte, donc la semaine S1, la deuxième semaine avant la période de collecte et la troisième semaine. Donc, cela permettait en fait de voir entre la semaine de collecte l'effet du piégeage et les semaines précédant la période de collecte permettaient de voir l'influence de la remise en eau des gîtes larvaires. Donc, en plus des données climatiques, d'autres paramètres ont été utilisés, notamment plus des paramètres liés à l'occupation du sol, au bâtiment, au couvert végétal. Tout ce travail a été réalisé dans un rayon de 100 mètres en lien avec l'écologie des moustiques avec une distance de vol moyenne de 100 mètres. Donc, il faut savoir qu'il s'agit d'un travail pionnier. Car beaucoup d'études ont été réalisées sur tout ce qui est des données climatiques, mais par contre, très peu d'études ont été réalisées sur la végétation notamment. Donc, concernant les différents indices de végétation, on a tout d'abord les indices radiométriques avec le NDVI, indice de végétation par différence normalisée, qui est calculé à partir des différentes bandes spectrales, donc proches de l'infrarouge et rouge. Il s'agit en fait d'un indice qui va permettre de caractériser l'environnement, donc eau, bâti, végétation, et qui va permettre de quantifier la couverture végétale de surface. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir donc mon NDVI dans un rayon de 100 mètres et en vert les zones où le couvert végétal est important. Donc, en plus de pouvoir étudier mon environnement, donc la végétation dans mon rayon 100 mètres, j'ai pu aussi effectuer la même chose, mais pour l'ensemble du site pilote, notamment pour le NDVI, qui a permis de voir que nous avons une hétérogénéité intra- et intersite. Par exemple, à Papeete, on peut voir en vert au niveau de la colline qu'on a plus de végétation. On peut voir aussi qu'au nord de Mataya, il y a aussi plus de végétation. Ça semble aussi, par contre, être plus homogène à Paea. En plus de cela, les graphiques de droite qui représentent la comparaison intersite du NDVI peuvent aussi mettre en évidence un gradient urbain-rural avec moins de couvert végétal de surface à Papeete qu'à Paea et à Mataya, et ça de manière significative. Donc, en plus du NDVI, donc nous sommes allés un peu plus loin avec le LIDAR, en calculant tout d'abord le canopy cover, qui est un modèle simple à deux strates, qui va permettre de calculer la proportion de végétation au-dessus d'une certaine hauteur. Par exemple, dans notre cas ici, 2 mètres, que je vous présente, mais nous avons également pu le calculer pour 5 et 10 mètres. Les valeurs de cet indice sont comprises entre 0 et 100%. Donc, on verra ici les zones où il y a beaucoup de végétation au-dessus de 2 mètres. En plus du canopy cover, avec uniquement 2 strates, nous avons également complexifié, pu utiliser des modèles un peu plus complexes, avec notamment le Normalized Relative Point Density, qui est en fait un modèle à 5 strates. Donc, par exemple, ici, entre 0 et 1 mètre, pour la strate A, 1 et 2 mètres pour la strate B, 2 et 3 mètres pour la strate C, 3 et 5 mètres pour la strate D, et 5 mètres et plus pour la strate E. Donc, cet indice va permettre va aussi être compris entre 0 et 100. Il va donc permettre de calculer la densité de végétation à différents niveaux de hauteur. Donc, une fois que ces indices calculés, nous avons ensuite réalisé différentes étapes
pour déterminer les variables d'influence. Donc, tout d'abord, nous avons utilisé notre base de données entomologiques que je vous ai présentée. Nous avons ensuite pu combiner différentes covariables, donc environnementales, donc la proportion de bâtiments, également toutes les données végétation, les couvertures végétales et les différentes strates, et aussi toutes les données précipitations pendant la période de collecte, mais aussi avant. La première étape, une fois que toutes ces données étaient combinées, était en fait de filtrer les variables trop corrélées afin d'éviter un problème de multicollinéarité pour la suite des modèles. Et nous avons choisi comme seuil d'exclusion toutes les variables, d'enlever une des deux variables lorsque la corrélation était supérieure à 0,75. Donc pour cela, nous avons utilisé des corrélations de Spearman. Une fois que les variables trop corrélées étaient enlevées, donc nous avons pu intégrer des variables qui restaient à un modèle de Random Forest qui a permis de sélectionner les variables d'importance pas commune. En fait, le Random Forest est un modèle de machine learning qui est basé sur des arbres de décision et qui va permettre d'obtenir un classement des variables d'importance relative. Une fois que les variables étaient sélectionnées par le Random Forest, nous avons ensuite pu réaliser un modèle linéaire généralisé et déterminer la significativité et le sens de la relation, cette fois-ci par espèce et par commune. Donc, ce travail a été réalisé en collaboration avec l'INRAE d'Avignon. Donc, voici un petit exemple de modélisation environnementale que j'ai pu effectuer, notamment APA-EA, pour vous visualiser un peu mieux. Donc, à gauche, un Random Forest avec l'ensemble de mes variables et l'importance relative. Avec, par exemple, ici, on peut voir que le NDVI, donc du coup, la couverture végétale de surface a une importance très importante, à 100%. Et enfin, le PATI, la proportion de PATI et le NDVI, le NDSC ont également une importance relative importante. À droite, on peut également voir des modèles linéaires généralisés qui mettent au final en évidence le sens de la relation et la significativité. Et on peut voir qu'on a au final une variable positive qui est significative, le canopy cover 10, donc la végétation au-dessus de 10 mètres, et deux autres variables qui sont négatives, donc le NDVI et le NDSP. Donc, pour résumer un peu tous mes résultats obtenus pour Aedes aegypti pour l'ensemble des communes. Donc, tout d'abord, concernant l'hépatie, donc on a obtenu en fait une relation négative pour papier entre l'abondance d'Aedes aegypti et la proportion de bâtiments. Par contre, on a obtenu une relation positive à Mataya, contrairement à Papeete. Donc, à Papeete, cela peut être expliqué parce qu'en fait, on a une zone très artificialisée avec très peu de végétation, ce qui peut être assez défavorable aux moustiques, enfin aussi avec très peu de gîtes. Par contre, à Mataya, en fait, on a plus des jardins ou des habitations individualisées avec un peu plus de végétation et probablement des gîtes larvaires. Concernant le NDVI, c'est un peu plus compliqué, mais on peut supposer que, en fait, on a beaucoup de zones. Que le NDVI va représenter des zones en fait où il y a des pelouses, par exemple, bien individualisées, des pelouses, en fait, qui vont être très bien entretenues avec une très bonne gestion des personnes, ce qui fait qu'en fait, on aura quelque chose de vraiment. Ensuite, on a la végétation au-dessus de 10 mètres qui va en fait montrer qu'on a de l'ambre, on a une relation positive pour la végétation au-dessus de 10 mètres. Cette relation peut être expliquée par le fait qu'en fait, on aura une canopée qui va en fait permettre l'ombre et de protéger les moustiques du soleil. Ensuite, on a également les strates basses, à notre grande surprise, qui vont... on a aussi une grosse surprise vu qu'en fait, on avait une relation négative au niveau des strates basses,
donc entre 1 et 3 mètres pour Mataya et 1 et 2 mètres pour Papeete. Donc, cela peut être expliqué sans doute par en fait l'humidité qui ne va pas pouvoir être bien gardée au niveau des strates basses, parce qu'en fait, elles vont être isolées, elles n'auront pas forcément toutes langues qui vont être au-dessus. Enfin, on a également à Mataya une relation positive qui a été observée 2 semaines avant la période de collecte, qui correspond bien au cycle du vie de moustique, c'est-à-dire qu'en fait, les gîtes vont être mis en eau 2 semaines avant et vont permettre l'émergence des adultes. Donc, concernant maintenant, en plus de la dynamique socio-temporelle et des paramètres environnementaux, donc maintenant, je vais vous présenter tout le travail que j'ai effectué concernant la structuration et la connectivité des moustiques, avec il est intéressant de connaître la diffusion des populations de moustiques. Donc, tout d'abord, nous avons effectué une collecte de moustiques adultes sur l'espèce Aedes aegypti. Nous avons effectué des collectes sur 2 sites, donc les mêmes que ceux que j'ai présentés avant à Tahiti, mais également à Wahine, à Fare. Donc, nous avons pour chacun des sites effectué un échantillonnage sur une durée inférieure à 10 jours, à Wahine en mars 2021 et à Tahiti en février 2022, afin en fait d'obtenir à chaque fois la même pour avoir au maximum la même génération de moustiques, si possible. Et nous avons collecté les moustiques avec un aspirateur Procopac. Donc, concernant ce travail-là, nous avons plus précisément travaillé à effectuer les échantillonnages à Papeete, Paya et Mataya et à Fare sur une surface de 0,25 km², qui est une surface un peu plus petite que ce que je vous ai présenté précédemment. Et nous avons effectué un échantillonnage de 60 points pour chacun des sites. Donc, une fois après le travail terrain, donc tout un travail d'analyse génomique RADSEC a été réalisé. Donc, la technique RADSEC est une méthode de séquençage partiel du génome qui en fait va s'intéresser aux zones en fait aux zones de restriction à proximité des enzymes de restriction. Donc, nous avons échantillonné un individu pour chacun des points de collecte. Nous avons analysé un individu pour chacun des points de collecte et nous avons tout d'abord commencé par extraire l'ADN. Ensuite, nous avons effectué une double digestion enzymatique. Une fois que les fragments ont été coupés avec les enzymes, donc nous avons ensuite rajouté des adaptateurs spécifiques qui permettaient d'individualiser ensuite les individus. Et les fragments ont ensuite été sélectionnés par taille et amplifiés par le PCR. Concernant le séquençage, donc au total, nous avons analysé 54 moustiques à Papeete, 57 à Paya, 49 à Mataya et 55 à Fare, pour un total de 215. Donc tout ce travail est réalisé en particulier la collaboration du QME Berghofer pour la partie technique et également été un peu aidé par l'IFREMED. Donc, concernant les étapes des analyses bioinformatiques, après, une fois que le séquençage a été réalisé, donc nous avons réalisé des traitements des séquences brutes, ensuite été traitées avec une première étape de démultiplexage, où en fait j'ai reçu des séquences avec une longue séquence avec l'ensemble des individus. Donc ensuite, j'ai dû individualiser les individus justement grâce au barcode dont je vous ai parlé précédemment. Les séquences ont ensuite été nettoyées en enlevant les adaptateurs et les séquences de l'ensemble des individus ont ensuite été alignées avec un génome de référence, donc AEG L5. Une fois ce travail réalisé, donc nous avons réalisé du coup les SNPs ont été appelés, donc identifiés et filtrés. Et nous sommes passés de 6 millions de SNPs à 7363 SNPs après les étapes de filtration. Donc, avec ce travail, donc, au final, nous avons effectué, donc, une fois ce travail effectué, nous avons ensuite réalisé différentes analyses génomiques. Donc, tout d'abord, la différenciation et la circulation génétique, la taille effective des populations, la corrélation entre la génétique et les distances génétiques et géographiques,
Et enfin, nous avons aussi étudié la relation de parenté et de dispersion. Donc, concernant tout d'abord, concernant les résultats, donc tout d'abord la différenciation génétique avec les FST, le calcul du FST entre les différentes populations. Donc, ici, la matrice avec les valeurs des FST. Et on peut voir qu'on a une faible, en bleu, les valeurs du FST élevées et en vert jaune, les valeurs du FST faibles. Et on peut voir en fait qu'on a une faible différenciation entre les sites de Tahiti, alors qu'en fait, on a une différenciation plus marquée entre Tahiti et Wahine, en bleu. Après avoir présenté le FST, donc, je vais parler de mes résultats obtenus avec la structuration génétique, donc le DAPC, qui est en fait des analyses discriminantes en composantes principales, qui va permettre de voir la différenciation génétique. On peut voir que Wahine a une forte séparation avec Tahiti, avec une grande partie de la variabilité qui est portée avec l'axe 1, avec 85,3%. Ensuite, on peut, Wahine, du coup, est en jaune, avec, et les autres, les autres communes de Tahiti, les autres couleurs. En plus, on a aussi pu voir qu'à Mataya, on a une séparation modérée avec Paea et Papeete. C'est ce qu'on peut voir plus avec l'axe 2 qui est porté avec 12,6%. Concernant maintenant l'estimation de la taille effective des populations NE, donc il faut savoir que ce calcul de la taille de population a été basé sur le déséquilibre de liaison. Il s'agissait en fait d'une mesure du nombre d'individus qui va contribuer à la diversité génétique et non à l'ensemble de la population. On peut voir sur le graphique que la taille effective des populations de Tahiti en vert, bleu et mauve est beaucoup plus faible que celle de Wahine et que par contre, on a une taille de population de Tahiti qui est sensiblement la même. En plus des liens de parenté, en plus de la taille de population, nous avons aussi travaillé sur la corrélation c'est de voir en fait, c'est des corrélations entre distance génétique et géographique. Donc ici, l'exemple de Mataya, où on peut voir qu'on a une relation positive entre distance génétique et géographique, avec ici, pour le test de Mentel, la distance euclidienne. Donc, on peut voir qu'on a une isolation par la distance, c'est-à-dire que plus les moustiques vont être proches génétiquement, plus ils vont être proches géographiquement. Ce graphique montre du coup la distance euclidienne, mais nous avons aussi réalisé le même travail avec le LISCOPAS, qui est en fait une autre distance qui prend en compte la végétation. En fait, ça va être en gros la notion de corridor écologique où la végétation va faciliter le déplacement des populations de moustiques. L'hypothèse est que la végétation va faciliter le déplacement des populations de moustiques. Donc, en plus du test de Mentel, nous avons également réalisé des autocorrélations spatiales qui permettent de voir les génétiques en fonction des classes de distance. Et on peut voir en fait qu'on a une proximité géographique jusqu'à environ 250 mètres ici, jusqu'à en fait tant que c'est positif. Donc, en plus de ce travail-là, nous avons également vu le lien de travail sur le lien de parenté et la dispersion. En fait, les liens de parenté vont permettre d'estimer la dispersion à partir. Donc, les liens de parenté ont été calculés, vont permettre d'estimer la dispersion. Pour cela, nous avons tout d'abord calculé le coefficient de Loisel dans les différentes communes et nous pouvons, au niveau de chacun des sites, et ensuite, nous avons utilisé la distribution de Weibull pour pouvoir déterminer la distance moyenne. On peut voir sur les graphiques, en fait, avec les traits, enfin les différents liens de parenté, qu'on a peu de paires de parents proches identifiés et qu'au final, ce travail a permis d'estimer une dispersion moyenne de 70 mètres en prenant en compte l'ensemble des sites en une seule. Donc, au final, les analyses génomiques ont permis d'avoir pas mal d'informations concrètes
plus opérationnel. Donc, tout d'abord, la structuration génétique a permis de voir qu'on a une forte connectivité entre les populations de Tahiti, et que par contre, on a une population de Wahine qui est distincte. En plus, on a aussi pu voir qu'en fait, on a une taille effective de population plus importante à Wahine, ce qui laisse encore plus encourager à effectuer de la lutte intégrée avant de pouvoir effectuer les lâchers. En plus de la taille effective, nous avons également effectué l'analyse. L'analyse spatiale a permis de déterminer une zone tampon de 300 à 300 mètres. Je sais que je vous ai dit 250 mètres, c'était pour prendre plus une marge de sécurité qui va permettre en fait de contrôler les zones de réinfestation. En plus de ça, nous avons également pu déterminer les distances de dispersion à 70 mètres qui va permettre en fait d'optimiser les points de lâcher. Donc, toutes ces données viennent compléter les études de marquage lâcher le capture qui ont été réalisées en partie. Donc, maintenant après vous avoir parlé de cette partie, donc maintenant, il serait intéressant de localiser les foyers de détection à Wahine vu la présence de Polynésiensis. Donc, il faut savoir que la filariose lymphatique est une maladie parasitaire causée par le parasite Wisheria bancrofti. Malgré la prise médicamenteuse de masse, donc la prise observée directe qu'on connaît bien en Polynésie, donc il faut savoir qu'il y a la persistance de cette maladie dans certaines zones. À Wahine, donc une étude partielle a été réalisée avec une prévalence de l'antigénémie de 10,6% par la direction de la santé. Et la direction de la santé a ainsi, pour cette raison, mandaté une étude entomologique. Et il a été proposé de réaliser une approche de xénosurveillance et de recherche de pathogènes chez le vecteur, en particulier chez Aedes polynésiensis. Donc, nous avons tout d'abord réalisé pour ce travail de recherche de pathogènes chez le moustique un échantillonnage à l'échelle de toute l'île. C'est ce que je vous ai présenté précédemment. Nous avons donc ensuite pu identifier les différentes espèces de moustiques, vecteurs et non vecteurs. Et une fois ce travail réalisé, donc des lots de 1 et 20 moustiques ont été analysés, des lots de femelles, afin de détecter la présence du parasite Wisheria bancrofti par PCR quantitative. Donc, au final, nous avons pu analyser 611 lots de moustiques Aedes polynésiensis, 290 lots d'Aedes aegypti et 124 lots de Culex quinquefasciatus et beaucoup moins de lots, comme vous pouvez voir, des autres espèces. Une fois les lots analysés, les lots positifs détectés, nous avons effectué des tests nous avons estimé la prévalence chez le moustique avec le test avec le package Food Test Air de McCreary-Hall 2021. Donc, concernant les résultats, nous avons vu la répartition concernant les résultats, concernant la répartition des lots de moustiques positifs à la filariose. Donc, nous avons eu des lots positifs détectés chez uniquement 2 espèces. Donc, Aedes polynésiensis, qui est une espèce vectrice, avec 24 lots positifs, ce qui fait 4%. Et nous avons également détecté 12 lots positifs chez Aedes aegypti, qui est une espèce non vectrice. Par contre, aucun lot positif n'a été observé chez les autres espèces, donc Culex quinquefasciatus et Aedes vexans. Donc, le fait d'avoir pu détecter des lots chez les 2 espèces vous permet de voir la localisation des foyers de transmission et également vont permettre de localiser les foyers de transmission et également de détecter les cas filariens positifs à proximité. Donc, concernant maintenant l'estimation de la prévalence, une fois les lots positifs détectés, donc nous avons pu voir qu'on a une prévalence globale d'environ prévalence globale de 0,62% et que par contre, nous avons eu une prévalence par espèce de 1,1% pour le Aedes aegypti et de 0,53% pour Aedes polynésiensis. Donc, il faut savoir que ce seuil est largement au-dessus du seuil critique de l'OMS et qui encourage la prise médicamenteuse de masse pour stopper la transmission.
Donc, ce travail a été publié dans PLOS NTD et a permis encourager la reprise de la prise observée directe en 2023 sur Waminé et a permis de définir les cibles prioritaires de la lutte antivectorielle innovante. Donc, en conclusion, ma thèse, qui est en fait une approche intégrée, a permis de mieux comprendre la dynamique spatio-temporelle, a permis également d'identifier les différents facteurs environnementaux. Elle a aussi permis de mieux comprendre la structuration génétique et les flux. Et enfin, a permis de détecter les foyers de transmission de filariose lymphatique. Donc, au final, ce travail a contribué à la surveillance et à la gestion des maladies à transmission vectorielle en Polynésie française. Il a aussi contribué au développement et à la mise en œuvre de stratégies de lutte antivectorielle. Tout ce travail a permis aussi l'utilisation de méthodes qui vont être transférables à d'autres sites confrontés à des défis similaires, notamment dans le Pacifique. Donc, concernant les perspectives de recherche, donc il y en a pas mal pour chacun de mes axes. Donc, il serait intéressant de faire plein de choses maintenant que j'ai fait tout ça. Donc, tout d'abord, d'étendre la couverture géographique pour le suivi spatio-temporel, ne pas se contenter des 3 communes que nous avons échantillonnées. Également, de réaliser un suivi un suivi temporel continu, c'est-à-dire pas uniquement 2 fois 4 mois, 4 fois 2 mois, pardon. Ensuite, il serait aussi très intéressant d'analyser les facteurs environnementaux, donc d'intégrer les données sociodémographiques, d'acquérir plus d'images satellites, de LIDAR ou d'autres îles. Également, continuer le travail sur les strates effectué avec le LIDAR. Concernant la génomique, il serait intéressant d'augmenter le nombre de moustiques analysés, pas uniquement analyser, séquencer un moustique pour chacun de mes points de mes sites, mais peut-être 3 moustiques. Il serait aussi intéressant d'augmenter le nombre de sites et également le nombre de collectes, pas uniquement une fois dans l'année, peut-être par rapport avec une certaine temporalité, peut-être 2 fois dans l'année pour avoir les différentes périodes. Ensuite, il serait aussi intéressant d'aller plus loin concernant le lien entre la partie génomique et les paramètres environnementaux. Concernant la surveillance, il serait aussi intéressant de détecter les pathogènes via les excréta et d'optimiser la détection et la sensibilité pour du haut débit. Donc, au final, toutes ces perspectives vont permettre de modéliser et d'obtenir des cadres de risque afin d'optimiser la lutte antivectorielle innovante. Donc, concernant les applications opérationnelles, donc il faut savoir que mon travail a déjà bénéficié en fait avec le programme PAXI, qui est en fait l'évaluation de l'efficacité de la TIS sur Aedes aegypti, avec la réalisation de lâcher de moustiques mâles stériles. Mon travail a permis de définir le site pilote de Paya, de définir les paramètres opérationnels pour des lâchers, notamment la distance entre les points de lâcher, la taille des zones tampons, etc. Un autre programme a également bénéficié de mon travail avec la surveillance entomologique. Ce programme consiste en la surveillance entomologique renforcée de l'île de Wahine et mon travail a permis d'apporter des informations concernant le suivi spatial, l'abondance des moustiques et les foyers de transmission. De plus, concernant les applications, donc l'INRAE d'Avignon travaille actuellement sur une application Shiny afin de pouvoir visualiser les données de manière plus dynamique au lieu de toujours passer beaucoup de temps à faire des cartes sur des logiciels, afin d'avoir une gestion antivectorielle efficace. Et enfin, il serait aussi intéressant d'utiliser des caisses intelligentes afin d'automatiser les collectes et d'analyser les analyses entomologiques afin que ça soit beaucoup plus facile, car en fait, il faut savoir que le tri entomologique est particulièrement compliqué et prend beaucoup de temps. Donc, au final, pour terminer, je souhaiterais remercier toutes les personnes ayant contribué au travail. Désolée si j'en ai oublié certaines. Donc, tout d'abord, dans le laboratoire, forcément, toutes les personnes de notre laboratoire, l'INN, de l'IFD, l'équipe de l'INRAE qui m'a beaucoup aidé pour la partie modélisation, Benoît de l'UPF pour toute la partie géomatique,
Laura aussi pour toute la partie génétique, Gordana également du QIMR, le centre de santé environnementale, la direction de l'INM, et toutes les personnes aussi qui ont contribué sur le terrain, notamment à Wahine. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Eva. Maintenant, on va passer aux questions. Annelise, Oui, je commence. à toi l'honneur. Merci. Déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ce jury. Vous m'entendez bien, c'est bon? Attends, j'arrête le partage alors du coup? Ok. Ça dérange si j'enlève le partage ou pas? On peut voir la tête des gens. Non, c'est bon, hein, vas-y, enlève. Non, on voit Ok. ta tête.